Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ao. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Retro Box. Aujourd'hui, deuxième épisode de l'extension de saga, le Hobbit. Au seuil de la porte. Voilà. Et n'oubliez pas de vous essuyer les pieds. C'est au seuil de la porte qu'on voit le mieux la porte. Eh ben voilà. Qu'est-ce que la porte nous apporte, dis-moi? Eh ben un nouveau héros communauté, un nouveau héros Pip. Ouais. C'est un nouveau Bilbo. Donc, un Bilbo tout frais. Un Bilbo tout beau. 0, 1 de volonté, 1 d'attaque, 1 de menace, 3 points de vie, ça reste une clette. Alors il est Hobbit cambrioleur, on est heureux de le savoir. Il a coupé ses cheveux, il a une belle petite tête de Hobbit. Alors Bilbo Saquet n'est pas pris en compte pour la limite de héros. Il ne peut pas gagner de ressources grâce à des cartes qui ne sont pas du type trésor. Le premier joueur gagne le contrôle de Bilbo Saquet, ça reste un marqueur premier joueur. Action, dépenser une ressource Pip, donc communauté, pour chercher une carte trésor dans votre deck et l'ajouter à votre main. Si Bilbo Saquet quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie. Voilà, donc pour rappel, nous sommes dans une extension de saga. Dans les extensions de saga, vous avez la sphère Saquet dans cette extension de saga, jouable uniquement dans ces scénarios de cette extension de saga. Donc Bilbo Saquet vous accompagne obligatoirement pour les 3 scénarios de la boîte. On avait vu dans la première boîte, il y avait un Bilbo Saquet. Dans la deuxième boîte, il y a un autre Bilbo Saquet que vous devez utiliser, celui-là, pour cette boîte, donc qui sont pas interchangeables, les Bilbons. Voilà. Donc c'est celui-là qui prend la place dans la deuxième boîte, dans les scénarios de Au seuil de la porte. Voilà. Ça, c'est fait. Et Qu'est-ce qui se passe? Le cadrage est bizarre. Ah oui, c'est l'ombre du machin. C'est l'ombre... C'est l'ombre du poussin. Ah, il y a toujours un truc, hein. Il y avait... toujours un truc varié. On fait tout en live, hein, vous savez tout ici. donc voilà, c'est mieux. Parce que sinon, j'allais devoir te couper beaucoup trop. On aurait vu que ta tête. Salut, c'est Ao. Hey les mecs. Alors, voilà, Bilbo, ça reste une clinche, hein, 1, en gros, il quête, ou il quête, en gros, pour 1. Voilà, c'est un peu triste, hein, des stats pareils. Ah, ça peut être pas mal pour aller chercher les trésors si vous les avez gagnés dans le tout premier scénario de la saga, donc dans la première boîte. Encore faut-il les avoir gagnés. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Vas-y. Les héros de cette boîte. Rouge. Et encore du nain. Cette fois-ci, c'est Balin. Ah, c'est Balin. Balin, c'est un héros commandement kit unique qui a 9 de quoi menace, 2 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Réponse, dépenser une ressource de la réserve de Balin pour annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché par l'attaque ennemie. Ensuite, attribuer à l'ennemi attaquant une autre carte ombre, limite une fois par attaque. Un gestionnaire d'ombre qui ne rentre pas non plus dans la mécanique nain. Donc comme Bifur, il n'est pas spécialement sur la mécanique d'avoir 5 nains en jeu. Mais il est super intéressant quand même. C'est Eleanor au moins sexy. Ouais. Pour les cartes ombre. Ouais. Mais un peu moins dangereux aussi parce que lui il va pas ramener, peut-être pas spécialement moins dangereux, mais en tout cas ça peut vraiment te sauver les miches, comme Eleanor, mais c'est il est sympa, Balin. Il est sympa, t'es content de l'avoir à table. En fait, c'est un héros généraliste, Balin. Ouais. C'est pas un nain de l'archétype nain, d'ailleurs on ne le voit jamais dans les archétypes nains. Non. C'est un héros pour moi plus multi en fait, hein. C'est un couteau, on peut pas dire un couteau suisse, mais c'est cette option. Oui, cette possibilité de pouvoir faire sauter un effet ombre. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je peux choper un pire d'effet d'ombre. Moi je suis pas d'accord, c'est pas comme Eleanor. De toute façon, oui. Si tu veux annuler l'effet d'ombre, c'est qu'il te fait vraiment, limite il te tue. Donc, si tu le fais pas, voilà, au pire, il va te retuer derrière, mais voilà, au moins t'as essayé, quoi. C'est ça ou ne rien faire, quoi, tu vois, donc c'est... En fait, moi je trouve ça beaucoup moins grave que Eleanor, parce que Eleanor, quoi qu'il arrive, tu vas rechercher une carte du deck de rencontre, donc tu vas quand même te chercher quelque chose qui va t'emmerder, d'une façon ou d'une autre. Balin, il y a des ombres, il y a des cartes qui n'ont pas d'effet d'ombre. Ouais. Donc t'as un sale effet d'ombre, si ça se trouve, tu vas remplacer ça par une carte qui n'a pas d'effet d'ombre. Voire une traîtrise super chiante qui n'a pas d'effet d'ombre. En plus. Donc, moi je trouve ce Balin intéressant, évidemment je ne le sors pas à tous les tours. Et puis, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il faut pas l'incliner. Donc il peut faire autre chose. Il peut défendre une attaque à 2, avec 4 points de vie derrière, ou qui était à 2 tout simplement. Tu peux l'envoyer, c'est pas comme Eleanor que tu dois garder en réserve avec son petit 1 de volonté. Lui, tu peux l'envoyer en quête, et puis tu vois après si t'as besoin pour les ombres. Donc, oui, il faut économiser pour pouvoir l'utiliser. Ça demande, de garder des ressources.
Mais chaque fois que j'ai eu sur une table, il a aidé la table, quoi qu'il arrive. C'est quand même, ça arrive, hein, qu'on reprenne une carte, voire une carte pire, ou une carte qui a quand même toujours un effet d'ombre, mais les 3/4 du temps, ou les 9/10 du temps, il va aider, il va vraiment aider, quoi. Et puis ce balin, par exemple, Beorn défend une attaque où il y a une salle ombre, ça marche. Ça ne cible pas Beorn. Exactement. Hein, donc non, c'est vraiment sympa sur ces decks parfois où vous avez vraiment très très peur des effets d'ombre. Il y a ou ces scénarios où vous avez pour du multijoueur, je le trouve vraiment bien. Ah, et c'est d'autant plus efficace en multi parce que t'as d'autant plus de chances d'avoir une ombre chiante, quoi. Et puis même si t'as besoin de cette sphère-là, que t'as besoin d'un héros qui quête à 2, que tu veux te mettre un peu à l'abri des ombres, que tu sais que tu vas stacker des ressources, pourquoi pas le jouer en solo, hein, je vais dire, mais ou que t'as une carte avec un nain, genre la carte amitié improbable avec un nain, un elfe, ça te permet de jouer des cartes dans ce style-là qui jouent sur les 2 traits. Voilà, il est jouable. C'est clairement pas normalement lui que tu vas jouer en solo, mais voilà, ça reste une option, ça reste un bon héros, je trouve. C'est ça. Je l'ai joué en solo dans un deck à une époque, voilà. C'est un héros sympa, un héros contrôle en commandement. C'était le fait qu'il soit commandement qui joue en sa défaveur. Ouais, voilà. Ah, Bard l'archer. Alors on est en tactique, 11 de menace, 2 de volonté, 3 d'attaque, 2 points de défense, 4 points de vie. Il est Esgaroth guerrier à distance. Quand Bard l'archer effectue une attaque à distance, l'ennemi attaqué perd 2 de défense jusqu'à la fin de la phase. C'est étonnant, hein, parce que Bard l'archer, quand tu regardes les résultats du Hero Contest, il est chaque fois éliminé très très tôt. Alors que moi, quand j'ai sur une table multi. Et au fond, il n'est pas si mal, hein. Il est pas si mal. Je l'aurais, attention, si tu t'y attendais, je l'aurais préféré à 9, sans défense. Parce que voilà, où il quête, où il attaque, c'est tout. Mais en gros, vu sa capacité, il va attaquer. C'est le gars qui doit attaquer. Maintenant, c'est clairement pas le gars que tu joues en solo, parce que forcément, c'est inutile en solo, sa capa ne sert à rien. Mais en multi, il a une lame de faucon intégrée, et je trouve ça plutôt fatou. Oui, alors toi, ne viens pas me dire qu'en solo, il y a une utilisation. Oui, je te vois venir, toi, qui dit, il suffit de lui mettre la carte, je crois que c'est le grand arc diff, là, qui te permet de faire des attaques à distance dans la zone de cheminement. Oh, mais c'est particulier, allez. Calme-toi. Allez. C'est 11 de menace, mais rigolasse, quoi. Voilà, c'est ça, bon. Donc, mais voilà, je le trouve en multi super intéressant. Moi, chaque fois que je l'ai eu sur une table multi, il a fait son taf. Donc, moi, je trouve ça, voilà. Et c'est vrai qu'il est cher, c'est 11. C'est vrai qu'il a 2 de défense qui lui servent à rien. C'est vrai qu'il a si vraiment t'as pas le choix et qu'il doit pas attaquer derrière. C'est vrai qu'il a un trait super utile, Esgaroth. Peut-être ça va venir, hein, maintenant, on ne sait pas, avec la boîte du Rogagnon. Peut-être que ça va arriver, parce que là, on est en plein, la boîte du Rogagnon est sortie, les enfants. En train de tourner, c'est sorti, hein, donc, c'est pour vous dire où on en est. Il a un trait guerrier, ça peut être plus utile, par contre. Mais voilà, il reste, en multi, je le trouve, il reste toujours sympa. En multi, il a sa place, hein, il y a moyen de le mettre dans un deck, tout à fait. Encore un héros, c'est donc c'est un nain énergie. Il n'a pas dû avoir facile avec son nom, lui. Qui a 8 de quoi menace. Arrête de pleurer. 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 4 points de vie. Tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, O1 gagne plus 1 d'attaque et l'icône de ressources tactiques. Ça, à l'époque, c'est quand même le premier héros bisphère, je pense. Ouais, c'est le premier héros bisphère qui est apparu. C'est pour un coup de menace qui est vraiment pas, voilà, c'est bien. Il est pas très cher, il quête, donc dans la sphère dans laquelle il est, voilà, on lui en demande pas beaucoup plus. Il a quand même 4 points de vie pour tampon. Et peut t'amener cette petite sphère tactique. Alors est-ce qu'elle est utile? Je dirais que oui et non, parce qu'elle peut quand même minimum t'amener des feintes. Et des cartes dans le genre, donc je pense qu'on le joue automatiquement si tu fais un deck multi, un deck qui va être plutôt orienté tactique baston, je pense que lui va t'amener les cancels et ce genre de, cette petite gestion bleue, moi je trouve ça. Il faut quand même être réaliste, hein, on ne le voit jamais sur les tables. Il y a plein de choses qui jouent en sa défaveur. Déjà, il est nain. Quand tu vois tout ce qu'il y a à côté comme nain. C'est pas facile. C'est pas facile, même son potentiel bisphère, bon. Parce que, faut quand même dire que, de base, il a 1 d'attaque. Il passe à 2. C'est quand même pas là que tu te dis, finalement, je vais le garder pour attaquer, je vais plus l'envoyer en quête. Globalement, tu vas quand même toujours l'envoyer en quête. Il aurait eu un +2, il passe à 3, peut-être bien. C'est ça, sa statline, c'est quand même le deuxième gros défaut.
de 7 au 1, et puis les nains en tactique, c'est pas souvent c'est facile. pas la sphère que tu vas forcément Bon, t'as quand même le jouer gros en nain main. qui va gagner +1 par chaque nain autre que tu as. Oui, Donc, le maître de ça va bataille être des très débords, t'as Talin, t'as Glowin. C'est vraiment pour le mec qui va jouer tactique, quoi, qui va faire le deck. Genre, t'as le deck nain avec la grosse base, je vais dire, sur le gros avec d'un et tout train qui joue d'un côté. Et toi, tu peux éventuellement te faire un deck un peu plus baston dans lequel il pourrait rentrer. C'est ce que j'ai fait avec Elnor, oui. Mais c'est sûr que c'est pas... Moi, ce que je trouve le plus contraignant, en fait, c'est les 5 personnages nains. Parce que t'es en sphère énergie. Ça, c'est pas facile. Ou soit armé du nain, c'est compliqué. Enfin, t'as peut-être Kili, mais à part lui... Non, c'est pas facile. Et puis tu rajoutes la prend moins sphère de tactique. C'est Au mieux, ça te compliqué. prend 2 tours. C'est compliqué. Hein. Donc, cet O1, on n'a pas beaucoup vu dans l'ombre. Mais c'est des autres intéressant, nains, ça reste et- intéressant. Je trouve Oui, que c'est sympa. Hein. il a son petit côté amartule, quoi. Ouais, c'est Avant sympa, le- mais voilà, ça manque un peu d'efficacité brute. C'est pour ça qu'il pleure. Ouais. Ouais, je peux avec moi. Et en parlant de héros, Alors lui, on n'est pas du tout dans la même, Alors, dans le lui. même niveau que on la n'est boîte pas dans le précédente, hein. un fin gourmet, hein. C'est un fin gourmet. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Mon petit bombeur. Oh, je vous ai préparé. Alors, 8 de menace, 0 de volonté, parce qu'on n'est pas là pour, on va pas marcher, on va manger. 1 d'attaque, 2 de défense, 5 points de vie, on a une grosse bedaine, et je suis nain. Lorsque vous comptez le nombre de personnages nains que vous contrôlez, Bombure, il compte pour 2. Et là, vous venez d'avoir une séquence d'anthologie qui sera dans le best-of. Voilà, c'est Bombure. Je compte pour 2, j'ai une grosse faim, ça. J'aime bien le faisin. Le faisin. Alors moi, je le prépare avec une petite citronnade. Je fais revenir le citron sur le faisin et ça lui donne une petite touche sucrée-salée. Là, franchement, pas dégueulasse. Hein. Et donc, Bombure, 0 de volonté, 1 d'attaque. Elle est mieux que sa version alliée. Ah C'est vrai qu'il aurait pu que sa coûter, version alliée, ça il reste aurait un pu moment, coûter 7 de menace. Et là, on aurait parlé. Imagine-le à 7 de menace avec 0 d'attaque. Parce que bon, Allez, honnêtement, sur une table il aurait dû être sentinelle. multinaine, ça reste encore jouable. Mais voilà, comme tu dis, il n'a pas sentinelle. Il aurait dû être sentinelle. Sentinelle, ce mec-là, tu le jouais, mais à fond. Ah, c'est clair. Tu boostais sa défense, 5 points de vie, c'était un tank. En vrai, je l'ai déjà vu rejouer, hein, parce que son habilité à compter pour 2 t'aide à aller chercher ton 5e nain plus rapidement. Ah oui, mais là, Derrière, t'essayes d'en faire un temps. là, effectivement, si tu joues Bombure, t'as tes 5 nains tour 1. Mais le problème, c'est que lui, il compte pour 2, mais il vaut rien tout seul. C'est vrai que il va même pas en quête. T'es obligé de le garder pour tanker. C'est ça, tu dois C'est le garder ça, le gros pour tanker. problème. Et le problème, c'est que 2, 5, c'est vrai, tu tankes une fois, mais la deuxième fois, tu commences à stresser donc, il faut le soigner. Il faut le stuffer. Il faut le stuffer. Oh là 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 là. C'est pas facile. C'est vraiment un poids mort, mais c'est fluff. C'est fluff. C'est fluff. Tu le traînes. Tu le traînes. Tu le traînes Oui. et il ne fait rien. Il mange et il mange. Il vaut pour 2. Il vaut pour 2. Tu le traînes. Et je l'ai joué, hein, dans un deck, dans la fameuse vidéo avec Alex. Ah ouais. J'avais joué Bombure et il s'était révélé assez efficace, Bah ouais. mais pas en solo. Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que, en plus, tu veux le jouer en multi, mais c'est vraiment ça que je pense qu'il lui manque, c'est le trait sentinelle. Il lui manque vraiment le trait sentinelle, parce qu'après, il y a moyen d'éventuellement essayer de le booster un petit peu. Ça va pas être folichon, mais il y a moyen de faire quelque chose. Mais voilà, c'est pas le plus nain des nains, mais voilà, fallait que ça tombe sur lui. En fait, une carte pareille sort dans un autre archétype que nain. Peut-être que ça marcherait mieux, parce que nain, il y en avait déjà tellement, et tellement des bons qu'il y a plus la place surtout pour en ça. vert, hein, enfin, je veux dire, en connaissance, t'as Bifur, t'as Ori. Déjà, rien que ces deux-là pour aller les chercher dans un deck nain, bah voilà. Donc, pas facile. Il a une lourde tâche, qui lui convient bien, hein, d'être bien lourd. Mais voilà, pour les puristes, pour les amateurs, pour ceux qui veulent en faire un défenseur, ça peut se jouer. Il faut de la passion. Et quand tu vois comment on en parle, Titus, faut de la passion. quand tu vois comment on en parle, on voit bien que sa capa, en fait, est totalement anecdotique. Bombure compte pour 2. En fait, on ne parle même pas de l'archétype 5 nains, parce qu'il ne l'accélère pas vraiment. Enfin, s'il l'accélère, vous serez plus vite à 5 nains, mais vous avez un tel désavantage à l'avoir dans votre deck en début de partie. C'est qu'il quête pas. Vous avez pas la pioche d'Ori, vous avez pas la ressource. Il va juste défendre, en fait. Donc, pas facile. C'est ça, hein. Une fois que vous avez vos 5 nains, vous avez il aurait eu 2 de volonté, d'avantage. pas d'attaque, il aurait eu 4 points de vie, 2 de volonté. Il aurait pu aller en quête tour 1. Ouais. Ça aurait été peut-être un peu plus en sa Un nain un faveur, peu plus skater, ouais, pourquoi pas, mais parce non, que le tour 1, voilà, c'est plus compliqué.
Zéro volonté, le pauvre. Passons aux alliés. Gloin. Gloin, donc, est un allié commandement qui coûte 3. 2 de volonté, 1 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. Il est nain. Tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, Gloin gagne réponse. Quand vous jouez Gloin de votre nain, choisissez un héros, ajoutez 2 ressources à la réserve de ce héros. Lui, par contre, il est excellent. Ouais, clairement. Il est excellent. Il est unique, hein, faut bien le signaler, c'est Gloin. Bah, il est vraiment très très bon. Il coûte, en gros, globalement, il va coûter 1. Il va coûter 1, et encore, les 2 ressources que tu gagnes, tu peux les mettre sur un autre héros. Donc, c'est encore plus fort que simplement virtuellement coûter 1. Donc, maintenant, il faut payer ces 3. Il faut payer ces 3, oui. Mais ça, c'est un peu comme tous les nains, quoi. Ouais. Il faut payer les 3. Mais une fois qu'il est en jeu, bah, il entre, bah, ça peut vous donner les 2 ressources. Nécessaire pour payer un nain supplémentaire. Tu peux même le jouer avec attaque furtive, hein. Tu peux jouer une attaque furtive, le mais poser. tu n'as pas les 2 ressources, hein. C'est quand vous jouez de votre main. Ah, que jouez de votre main. Ouais. Tu peux quand même le jouer. Ça te servira à rien. Non, lui, il est bon, il est toujours joué, je pense. Hein. Oui, clairement. Hein. La génération qu'en une fois, puis quête à 2 après derrière. Hein. C'est dans la sphère de la thune, là, donc. Le pognon. Ouais. Alors, on parlait de Bifur tout à l'heure, voici sa version alliée. Donc on est en connaissance, il coûte 3 également, 1 de volonté, 2 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie, il est juste nain, il est unique. Tant que vous contrôlez au moins 5 nains, Bifur gagne. Quand vous jouez Bifur de votre main, piochez 2 cartes. Bah voilà, c'est comme Gloin, 2 ressources, lui c'est 2 cartes. Piocher, c'est gagner. Voilà. Donc ce Bifur a sa place aussi. Maintenant, voilà, il porte le même nom qu'un autre nain très joué. C'est très très bon, ouais. Surtout dans les decks nains. Donc pas facile, mais voilà, si t'as de la place, pourquoi pas. Pourquoi pas. Si t'as de la place et que tu génères assez de ressources, ça te fait piocher 2 cartes. Il a 3 points de vie, il attaque à 2. Parce que n'oubliez pas, hein, les statistiques des nains, la plupart du temps, vous les réfléchissez en fonction du +1/+1 d'un pied d'acier. Hein. Quand on joue nain, il y a un pied d'acier. Voilà, et vu qu'il est à 2, il attaque à 3 hein, quand il rentre en jeu. Il faut pas se leurrer, il y a un pied d'acier à table. Donc il vaut ces 3 et il vous fait piocher 2 cartes. Donc c'est clairement un très bon allié. Il coûte 3, mais c'est un très bon allié. Voilà, il souffre juste de la concurrence avec sa version héros. Alors, un autre nain en allié, c'est Dwalin. Dwalin, c'est un allié énergie qui coûte 3. 1 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie. Il est sentinelle, le gaillard. Tant que vous contrôlez au moins 5 personnages nains, réduisez de 2 le coût pour jouer Dwalin. Alors, on peut le dire, il est franchement meilleur que sa version héros. Ouais. Lui, il est joué. Il est même des fois joué en 3 fois dans les decks parce que il va coûter 1. Et il va aller sentinelle, il va aller défendre chez les copains. Puis quand il meurt, bah, tu te le reposes le tour après si tu l'as en main. Donc, ça swarm, hein. Ça swarm du nain. Une fois que t'as un 5, pouf, pour une ressource, tu fais entrer un nain qui si Dain est à table, il a 2 de volonté, 2 d'attaque, hein, et, il peut défendre une attaque. Il est bon. Ouais. Il y a pas photo, lui, il est bon. Ouais, dans les decks nains, c'est très très bon, effectivement. Un tir tendu. C'était tendu. Alors, un tir tendu, ça coûte 0, on est en tactique, c'est un événement. Action, incliner un attachement arme pour choisir un ennemi non unique ayant 0 de défense. Vous défaussez cet ennemi. Ouais. Ça, j'aime bien. Ah oui, le tir design est sympa. Ça, j'aime bien. Mais rentabiliser ça, rendre ça efficace. Ah, il faut le rendre efficace. Efficace avec un Aragorn 3, par exemple. C'est très efficace avec un Aragorn 3. Ou c'est efficace avec d'autres, c'est même efficace sur des ennemis qui auraient éventuellement 0 de défense. Ou il y a des cartes qui permettent de mettre des malus. Comptez combien d'ennemis ont 0 ou 1 de défense? Ils sont pas beaucoup. Encore, c'est plus facile en side, c'est sûr. Mais j'ai déjà joué cette carte avec Aragorn, c'est vraiment super efficace avec Aragorn Tactique. Maintenant, Aragorn Tactique, vous me direz, il a pas besoin de ça, il va en tuer un, puis il va prendre un autre, il va le tuer, il va prendre l'autre, il va le tuer, il va le tuer, il va le tuer, il va le tuer. C'est l'anti-fun, je sais que tout le monde le dit, l'anti-fun. Bon, j'aime encore bien le jouer. Mais c'est l'anti-fun. Mais c'est une carte que je trouve intéressante. Moi, j'aime bien le card design. Oui, mais c'est peu jouable, je trouve. Bah, il faut vraiment, il faut builder autour. Voilà, puis généralement, un ennemi ayant 0, tu t'en fous de le faire sauter tout. Tu vas quand même le buter derrière, quoi, tu vois. Il y a d'autres choses pour leur mettre leur malus, il y a d'autres choses pour qu'ils leur donnent leur malus de défense. Moi, je trouve que c'est pas assez utile. Donc, pas assez c'est plus circonstanciel, ça c'est sûr. Mais il y a moyen, moi j'aime bien. Voilà. Alliance désespérée. Moi j'aime bien cette carte. Alliance désespérée. Donc c'est énergie, c'est un événement énergie, il est gratuit.
Action, choisissez un héros que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de la phase, donnez le contrôle de ce héros et de toutes les ressources de sa réserve à un autre joueur, limite une fois par phase. Prends. L'abnégation. On y est. Là, c'est de la coop, ça. C'est de la coop et cette alliance désespérée est à la base d'une des combos les plus fumés du jeu. Aragorn. La combo Aragorn connaissance. Oui, tu vas rediminuer ta menace jusqu'à ton niveau de départ. T'es à combien? 43? Oh, bon, on va pas jouer avec le feu, hein. Voilà, maintenant t'es à 23. Voilà. Et vous pouvez faire ça sur toute la table, vu que vous pouvez mettre 3 alliances désespérées dans votre deck. Donc, Aragorn va vous servir pour vous, puis une fois pour chaque copain. Parce que la capa d'Aragorn, elle est limitée à une fois par partie. Ouais. Par joueur! Donc c'est plutôt fatou, hein. Ah oui. Donc, alliance désespérée, si vous avez envie de vous la jouer, je comprends. Je suis en train de réfléchir avec si j'avais déjà vu avec d'autres héros, en fait. S'il avait déjà joué cette combo avec d'autres héros. C'est vrai que c'est Aragorn 2 que c'est le plus... Ah oui, mais Aragorn 2 est tellement flagrant avec cette carte qu'on le voit peu avec d'autres héros. Si, alliance désespérée est jouée dans les decks mono Gandalf. Ah ouais, peut-être bien. Tu envoies Gandalf chez le copain, donc t'engages tous les ennemis, tu t'arranges pour engager tous les ennemis, puis t'envoies Gandalf chez le copain, les ennemis n'ont aucune cible, donc ils n'attaquent pas. Et puis à la fin de la phase de combat, il revient chez toi. Ah ouais. Et voilà. C'est tricky. C'est vraiment un trick. C'est vraiment exploiter un glitch du jeu, hein, quelque part, pour parler en termes vidéoludiques, mais c'est faisable. Ah, il y a moyen toujours de faire des trucs avec. Ou même, hein, je veux dire, c'est un deck où toi, tu vas pas utiliser ces ressources-là, qu'à un moment, tu sais que le gars de la table à côté, il a des cartes de cette sphère-là, de cette couleur-là. Enfin, il y a moyen de meubler, il y a moyen de builder autour un deck, deux decks qui utiliseraient vraiment bien cette carte. Genre, il y a un moment ou l'autre, je vais t'envoyer mon héros, tu auras plein de ressources dessus, tu vas pouvoir former des trucs de toi, de ton côté. Il y a moyen de s'amuser avec cette carte, en tout cas. Mais c'est sûr que l'utilisation optimale de base qui nous saute aux yeux, c'est que... Mais dans mon deck Justice Shall Be Done, je jouais Alliance Désespérée pour simplement tomber à 2 héros plutôt que 3 pour pouvoir jouer le Vanish from Sight, la disparition, pour être un val de menace et lancer la mécanique. Donc voilà. Donc Alliance Désespérée, c'est vraiment très sympa comme carte dans une perspective multi. Il y a évidemment les combos fumés dont on vous a parlé, mais je veux dire n'importe quel héros, hein, aller chez un copain, ça peut aider. Hein. Ouais. Il est submergé par les ennemis. Je sais plus dans quel deck, c'est Amendela, donc le joueur espagnol qu'on ne voit plus du tout d'ailleurs. Qui jouait cette carte dans un deck avec des hobbits. Je ne sais plus comment ça marchait, mais je pense qu'il envoyait un de ses hobbits chez quelqu'un d'autre. Enfin, il y avait un trick avec des hobbits, ça marchait très très bien. Je ne sais plus exactement la combo, faudrait que je redemande à 13, mais il y avait une combo qui marchait autour de ça, qui était vraiment sympathique. Le mec s'est creusé comme il fallait pour ça, et c'était à base de cette carte-là également. Donc c'était assez sympa. Je sais qu'à un moment, il devait envoyer son héros, je pense que c'était pour justement repasser avec un système avec 2 héros. Enfin, il y avait quelque chose avec ça, ou c'était peut-être pour envoyer un autre héros qui n'était pas hobbit, pour justement qu'il n'ait que 2 héros hobbits, pour pouvoir jouer une carte qui ne joue que sur les hobbits. Tu peux jouer, qui devient gratuite s'il n'a que des hobbits. Bah, écoute. C'était quelque chose comme ça. Mais c'était très sympa. C'est ça. Donc, il y a des cartes que tu ne peux jouer que si tu n'as que 2 héros. Tu peux la jouer. Ils ont tous le trait. Ici, je pense qu'ils devaient avoir tous le trait hobbit. Ça coûtait moins cher et ça lui permettait de jouer une carte autour de ça. Et je pense que les ennemis l'attaquaient plus. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était vraiment à base de ce truc-là. Et, voilà. Donc c'est, pour les gens qui aiment bien se creuser, je trouve ça sympa. Carte de multi. Absolute. Corbeau de la montagne. Attention, ici, il y a eu un errata. Ah bon, je vais lire la carte que j'ai sous les yeux. Hein. Donc ça coûte 1. On est en connaissance, c'est un événement. Alors, inclinez un héros que vous contrôlez pour mélanger le deck de rencontre et révéler la première carte. Placez un nombre de marqueurs de progression sur la quête en cours égal à la valeur de menace de la carte révélée. Ensuite, remettez cette carte sur le deck de rencontre. En fait, il y a un bug dans ce texte que tu viens de lire. Pourquoi ? Pour mélanger le deck de rencontre et révéler la première carte. Or, quand tu révèles une carte du deck de rencontre, si c'est un ennemi, il rentre dans la zone de cheminement. Si c'est une traîtrise, tu résous son effet de traîtrise. Si c'est un lieu, il rentre dans la zone de cheminement. Donc t'imagines, tu pioches une traîtrise, tu dois résoudre son effet, tu la remets sur le deck, tu la repioches, tu vas résoudre une deuxième fois son effet. Donc c'était un double effet qui se coule. En fait, la carte n'avait pas été imaginée comme ça, bien évidemment. C'est maintenant le texte, c'est pour regarder la première carte et non pas révéler. C'est beaucoup mieux. Parce que révéler, ça faisait de cette carte une des pires du jeu. Voilà. Donc là, c'est une sonde. Voilà. Ici, c'est une sonde. Vous regardez la première carte, ça vous baisse votre menace éventuellement, mais ça coûte 1. Et cette ressource, généralement, vous la dépensez pas pour ça.
Elle baisse pas ta menace. Hein. Tu mets des marqueurs sur la quête. Ah oui, c'est la progression ici. C'est pas baisser la menace, c'est l'autre. Baisser la menace, c'est une autre. Ben, c'est sympa en tout cas. Bon, la carte en elle-même est sympathique. Ouais, mais... Ça peut éventuellement mettre des marqueurs. Je veux dire, si t'as du bol, au mieux pour un, tu vois ce qui se passe. C'est moins efficace que la sonde qui coûte 0, on est d'accord. Mais voilà, dans un deck qui joue autour de la sonde pour la table, éventuellement, ça peut. Un deck utilitaire, multi. Ouais, j'ai jamais vraiment réussi à trouver cette carte suffisamment intéressante que pour la laisser dans mes decks sondes. Pourtant, j'ai beaucoup joué sonde, hein. C'est un archétype que je connais très bien. Mais cette carte-là n'entrait pas. Souvent, cette ressource qui m'embêtait. Ça va coûter 1 et ça se fait, tu vas rien, enfin, tu vas savoir ce qui se passe. Si, tu vas voir la carte, mais bon, si je veux voir une carte, j'utilise une marche, je vois la carte. Exactement, ouais. Donc, c'est pour éventuellement quelques marqueurs de progression. Ouais. Généralement, j'ai pas besoin de ces marqueurs de progression-là. Je m'arrange pour les mettre en quête. Compliqué. Donc, ouais. Ça reste quand même, j'aime bien le dessin, mais compliqué. Pas terrible. Alors. À moi, oh, tous les miens, venez à mon secours. Mobilisons-nous contre ce monde capitaliste. Il y en a marre d'être pompé jusqu'à la moelle par ce système de merde. Révolution. Bon, alors. Révolution. Je m'égare. Donc, à moi, oh, tous les miens, c'est un événement commandement qui coûte 1. Action, si vous contrôlez au moins un héros nain, mettez en jeu sous votre contrôle un allié nain de votre pile de défausse. À la fin de la phase, mettez cet allié sous votre deck. Si vous contrôlez au moins un héros nain, c'est pas trop dur, jusque-là. Mettez en jeu sous votre contrôle un allié nain. Normalement, ça devrait aller, de votre défausse. Bon, ça te permet d'aller chercher un trash, en gros. Oui, parce que malheureusement en nain, il n'y a pas beaucoup de personnages, d'alliés qui ont un effet d'entrée de jeu. Ils ont des effets quand ils sont joués, mais ils ont des effets quand t'es 5, mais pas quand ils entrent en jeu. Donc on sait pas aller abuser de ça avec un effet quand machin entre en jeu, il se passe ça. Malheureusement chez les nains, il y a. À noter qu'il retourne sous ton deck, hein. Oui, donc en même temps, ça te permet de le faire revenir de ta défausse et puis hop, sous ton deck, donc il est toujours là. Si à un moment donné tu mélanges ton deck, tu pourrais le repiocher. Pour 1, bon, ça peut être pas mal pour aller ressortir un gros nain. Enfin, ceci dit, sous ton deck, si tu l'utilises pas comme trash, hein. Tu peux éventuellement l'utiliser pour faire un UTBH, par exemple. Mais maintenant, si un gros allié qui coûte, un gros nain qui coûte 4, ou même un allié qui coûte 4, ouais, faut que ça soit un nain, mais 3 ou 4, tu peux aller rechercher, le remettre en jeu, faire ton UTBH pour 3-4, avec un autre. Ça te permet éventuellement de lancer ton UTBH, voilà. Ou d'aller chercher, pour une ressource, ouais. Ce qui me vient le plus vite en tête, forcément, c'est de l'utiliser comme trash. En fait, dans un deck nain mule, ça rentre bien, ça. Ouais. C'est pas mal. Oui, moi, je vois bien, par exemple, Dory, l'allié Dory. Hein, il est mort au tour précédent à cause d'une attaque sans défense, parce que t'as répercuté les dégâts sur Dory. Tu joues ça, hop, il revient pour une ressource, et tu peux encore prendre une attaque sans défense, par exemple. Donc c'est c'est sympa. C'est pas mal, c'est une espèce de feinte déguisée, tout exactement, à fait. Hein, donc petite feinte commandement version naine. Ouais. Ils ont eu le bon goût de ne mettre qu'un nain. Si tu devais en avoir 5, là, c'était pas jouable, mais là, ça va. Ouais. Et voilà, il reste la carte saké. Le bon numéro, je ne sais pas si c'est le bon numéro, mais ça coûte 1, c'est une ressource pipe, hein, donc communauté. Le bon numéro, c'est un événement. Action, choisissez un personnage en jeu autre que Bilbo Saké. Ajoutez respectivement le total de volonté, d'attaque et de défense de Bilbo Saké à la volonté, attaque et défense de ce personnage jusqu'à la fin de la phase. En gros, il va gagner plus 1. Voilà. Sauf si tu combattes avec un Saké cambrioleur, où là, c'est plus 3. Pour 2 de ressources, saké. De la sphère saké, 2 pipes pour un effet aussi, bon. Voilà. Tu ne la joues pas. C'est pas encore la carte que tu vas mettre dans ton deck. Cette carte saké, c'est triste. Alors moi, j'ai été très déçu par cette sphère saké parce que je me suis dit au début, ouais, une nouvelle sphère, on va avoir une 5e sphère, chouette. Que nenni. Non. C'est juste des cartes que tu vas jouer que dans ces 6 scénarios de la saga Hobbit et tu ne les mets pas dans ton deck parce que t'as un deck qui tourne et t'as pas envie de mettre ça dans ton deck et puis les effets sont pas assez percutants que pour les mettre dans le deck. Donc c'est un fiasco. Pourtant, j'aime beaucoup le jaune. J'aurais bien aimé voir ce jaune plus souvent, mais... Pour nous, c'est un non. Voilà. D'ailleurs, nous allons rester le dos tourné. Le dos tourné. Oui. C'est le bon numéro. Donc, voilà. Enfin, pour nous, ce n'est pas le bon numéro. Voilà. Et c'est pas fini, il y en a encore. Surprise! C'est quoi ça? Surprise! C'est quoi cet ordre? T'as rangé ton dossier grec. Voilà. Non, c'est l'ordre. Ça, c'est la carte 13. Ah. Et la carte 14 arrive derrière.
On est toujours là, on nous a bien vu, hein, on nous a bien vu. Nous sommes des petits farceurs. Yada, le grand arc d'if, ça coûte 2 en tactique. C'est l'arc de Ryzen. L'arc d'if. L'arc d'If. Oui, son prénom c'est Yves. L'arc d'If. On sombre dans les méandres de l'humour le plus pourri qui soit. C'est bon, le grand arc d'Yves. Donc, ça coûte 2. Hein, c'est un grand arc, ça. C'est pour ça que ça coûte 2. C'est tactique. C'est un objet, une arme. Attachez cette carte à un héros ayant le mot-clé à distance imprimé. C'est restreint. Combat, action. Choisissez un ennemi dans la zone de cheminement. Inclinez le grand arc d'Yves et le héros attaché. Donc ça coûte cher, quand même. Pour effectuer une attaque à distance contre cet ennemi, déclarez le héros attaché comme attaquant. Nul autre attaquant ne peut être déclaré pour cette attaque. En gros, ils auraient pu écrire attacher ça à Bard l'Archer. Ouais. C'est la carte qui colle parfaitement sur Bard l'Archer. Pourquoi? Comme ça, vous pouvez bénéficier de l'effet de Bard l'Archer, donc moins 2 de défense sur un ennemi de la zone de cheminement. Donc en gros, vous pouvez one-shot un ennemi jusqu'à une somme de points de vie défense 5. Ouais. Donc parce qu'il a 3 d'attaque, notre Bard il fait moins 2 de défense. Donc il peut... Ah là, ça devient intéressant. C'était une combo un peu made in FFG de l'époque. Ouais, combo made in FFG. Ça coûte 2, c'est cher. Ça coûte 2, ouais. Je trouve ça cher quand même. Maintenant, pour un truc aussi difficile à mettre en place, qui demande que l'héros soit à distance, qu'il est imprimé, qui en plus c'est restreint, moi je trouve que ça fait... Ah maintenant t'as un autre candidat merveilleux, c'est Aldir de la Lorraine. Ah oui, Aldir, ouais, tout à fait. Aldir de la Lorraine avec un grand tardif, il commence à faire des ravages, mais il n'a pas besoin de ça. Je raconte des conneries. Aïe, 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 il n'a pas besoin de ça. Il attaque déjà comme il veut dans la zone de cheminement. Ouais, c'est vraiment juste pour Bard, quoi. Et puis qu'il joue à Arkham. C'est plus un joueur du Seigneur des Anneaux, hein. Ah, ça. Non, mais je raconte toujours. Vous mettez ça sur Roland Banks. Sans déconner, le gars, il fait du taf, hein, le gardien. Ah ouais? Ouais, voilà. C'était vraiment la dernière de la dernière, ça, ou... Non! Eh non! Les amis, il y a beaucoup de cartes tactiques, bien sûr qu'il y a des cartes. Celle-là, par contre, on l'aime beaucoup. La flèche noire. La flèche noire est un attachement unique, qui coûte 0, qui est gratuit. C'est un artefact, un objet. Limite 1 par deck. Attachez cette carte à un héros ayant le mot-clé à distance. Ça en fait des conditions. Ouais. Réponse. Quand le héros attaché est déclaré comme attaquant, placez la flèche noire dans la pile de victoire pour donner au héros attaché plus 5 d'attaque pour cette attaque. Et 1 point de victoire. 1 point de victoire en prix. 1 point de victoire. Ceux qui jouent le score, ils ont cette carte-là dans leur deck. Il y a des gens je suis sûr qu'il y a des gens qui jouent le score à ce jeu. Oh Ceux oui, qui le score. C'est Mandela, non, qui jouait à fond. Il jouait à fond le score. Fallait qu'on soigne tous nos personnages dans le dernier tour. Fallait que tout soit le plus propre possible pour le score. Donc, voilà, pour la gagne. C'est une bonne carte. Ouais. Ça reste une bonne carte. C'est le gros boost de 5 pour one-shot le gros boss ou l'ennemi qui t'embête. C'est une solution. Mais une fois par deck. Donc, voilà. Ça reste sympa. Ça coûte 0, je veux dire. C'est la petite solution qu'il faut quand il faut. Voilà, mais je trouve que c'est bien. Je crois que t'as un héros à distance. T'as un héros à distance. C'est la mer noire. Comment enchaîner après ça? C'est la mer noire. T'as un héros à distance dans ton deck. Quelle bonne raison peux-tu me donner pour ne pas mettre cette carte-là dans ton deck? S'il en a vraiment pas besoin parce qu'il fraise comme un gros veau, ouais, pourquoi pas? Mais pour moi, si t'as un slot, t'as 49 cartes ou même à 50 et que tu peux te permettre de mettre une carte en plus, pourquoi pas mettre la flèche noire? Ça peut te sauver des miches. Évidemment, tu peux pas te compter dessus. Parce qu'elle est toute seule dans ton deck, c'est difficile d'aller la chercher. Je veux dire, t'es content de l'avoir quand tu te fais engager par le gros troll que t'avais pas prévu de te faire engager parce que t'as pris 2 de menaces avant et que, voilà. C'est imprévu, mais il est là. Ouais. Ça peut vraiment t'aider à vraiment faire le ménage, quoi. Oui, donc c'est une très très bonne petite carte. Ouais. Bon, te servira peut-être pas, mais voilà. Et puis, c'est dommage que on n'ait pas comme dans Arkham une exploitation des points de victoire. Ouais. Ça, dans Arkham, c'est une carte, mais super forte. C'est le truc dans Arkham. Ouais. C'est... Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit, hein. J'invente rien, là, les gars. Et je crois qu'il a commencé le Legend of the Five Rings. Alors attention. Attention, bientôt. Vous mettez ça sur Otaku Kamoko. Alors, nous avons maintenant un Bushi. Bon, alors, c'est la clé de La clé à molette de mécanicien. Donc après la carte, voici la clé. La clé, et c'est à toi de la lire.
C'est la clé. Donc déjà, fameuse clé. Hein. Faut, Ah oui. Pour imiter cette clé-là, le serrurier il va devoir y aller. Moi, je veux voir un mec manipuler cette clé. Il y a 2 peines à cette clé. Je sais pas si vous voyez. Là, ça doit être l'enfer de tourner cette clé dans une porte. Ah ouais, ça. C'est une clé naine, hein. C'est pas du petit kiki, hein. Donc bon, c'est un attachement énergie. Ça coûte 1. Artefact, objet, attacher cette carte à un héros, comme la carte de Tror, pardon. Réponse, quand un lieu est placé dans la zone de cheminement, attachez la clé de Thor à ce lieu. Tant qu'elle est attachée à ce lieu, la clé de Thor gagne. Le lieu attaché perd le texte imprimé de sa boîte texte, mais il conserve ses traits. C'est beaucoup moins fort que la carte de Tror. Donc en gros, il faut attendre qu'un lieu arrive, soit révélé, ou qu'il arrive dans la zone de cheminement, pour lui attacher et qu'il perde les textes de sa tête. C'est vachement moins fort. Parce que ça il faut vraiment connaître le truc. Et encore, la plupart des lieux qui font partie d'un scénario, par exemple un lieu qui dirait, voilà, vous passez à l'étape de B, vous mettez le lieu en jeu avec l'ennemi en jeu. En général, ces lieux-là, ils vont avoir immunisé au fait de carte du joueur. Ah, mais remarque. Ça reste jouable. Ça, sur les lieux à la con qui sont sortis dans le cycle 7 et dans le cycle, et dans la Deluxe du cycle 8, ces lieux qui vous disent, valeur de X de menace et X points de quête, où X vaut le nombre de personnages que tu as à table. C'est vrai. Tu mets ça. C'est vrai qu'on a pris ce lieu-là et il est vachement sale. Il est sale. Tu mets ça, perds le texte dans sa boîte de texte, 0, 0. Elle est défaussée, en fait, parce qu'elle passe à 0 point d'exploration. La clé de Tror. Franchement, je crois qu'on a retrouvé mettre, ce n'est pas un Tror. Oh! C'est fin, on joue sur les mots, hein. C'est grand corps malade ici, hein. La clé de Tror, la mettre dans ton deck, ce n'est pas un tort. Bon. Mais je crois qu'on va faire perdre de l'audience. On va faire un tribute de grand corps malade. On a ici de quoi faire un tribute. Moi, je suis ce que tu veux. Moi, je suis grand corps malade, je suis Maïté, je suis qui tu veux. Maïté. Je peux mettre Jean-Pierre Coff, on pourrait être souvent Jean-Pierre Coff. Sors de ce grand corps malade, Maïté! Mais c'est de la merde, Bombure! C'est de la merde! On va faire une émission comme ça, un jour. Maïté et Jean-Pierre Coff. Mais ça, c'est de la merde, hein! Non! Et donc finalement, cette clé de Tror, je redécouvre un peu cette clé de Tror. On vient de découvrir la carte et la clé. C'est vraiment pas mal parce que pour le moment, je me prends des lieux mais bien chiants sur le cycle 7 et... tu vas l'essayer. Et ouais, honnêtement, pour une ressource, ça peut faire l'affaire sur certains scénarios. En side, sur les scénarios où tu sais que en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit, non, j'ai pas la place, j'ai pas le truc. Mais ça peut tellement te faire du bien. En fait, je trouve que les lieux sont en train de revenir en force. Putain, celui-là, pour avoir essayé le scénario de la boîte 1 de Rovagnon sur OCTGN. Oui, celui-là, il est bien chiant. Ouais. Et donc ça peut être vraiment bon. Ouais, mais sympa. Alors. C'est pas fini. Et là, on se retrouve avec Chasseur de trésors expert. Je suis en train de rejouer cette carte. Je la redécouvre. Tu joues Gandalf? Non, je joue pas Gandalf du tout, même pas. Je la joue vraiment vanilla, mais c'est super fort. Donc, Chasseur de trésors expert, c'est un attachement connaissance qui coûte 0. Elle a subi un errata, cette carte-là. Donc, attachez cette carte à un héros. Réponse, quand le héros attaché obtient un succès de quête, annoncez un type de carte et défaussez la première carte de votre deck. Si cette carte est défaussée et du type annoncé, ajoutez-la à votre main. Alors, il y a eu un tout petit errata qui a été ajouté. Il y a une limite maintenant. Attachez cette carte à un héros, limite 1 par héros. D'accord. Donc, c'était pour éviter de mettre 3 chasseurs de trésors experts sur le même héros. Boum. Et puis alors de réduire 3 cartes. C'est super fort. C'est joué dans les decks nains, d'ailleurs, justement de faire défausser des cartes. Oui, mais écoute, chasseur de trésors expert. Dans le deck nain meule. Quand tu as une grosse quantité d'un type de carte dans ton deck, là je joue à deck N 30 alliés, avec des attachements des événements qui sont certes sympas mais pas indispensables, une fois que chasseur de trésors expert est attaché, à chaque tour je dis allié, et hop, ça me fait entrer mes alliés dans ma main. Et dans ta main, dans ma main, ça me fait entrer mes alliés dans ma main, et ça m'économise des solutions de pioche en fait. Chasseur de trésors expert, c'est super fort, c'est une espèce de pioche, mais évidemment. Tu sens vraiment ça t'aide bien. Ah oui, donc quand ça sort, c'est vraiment ça. Ouais, je gagne. Je remplis ma main très très vite d'alliés, c'est ce que je veux. Donc voilà, et tant pis si, j'ai une feinte qui est parfois défaussée, c'est pas grave, je me débrouille sans. Mais évidemment, mon deck peut se permettre de ne pas avoir ces événements, ces attachements. Mais c'est vraiment sympa dans un deck où vous avez une grosse densité d'un truc par rapport aux autres. Et évidemment, il y a des decks qui abusent de chasseurs de trésors experts.
Ah ouais, Tu vois, il y a moyen de faire des choses assez fat. Hein. Gandalf, c'est Gandalf. les premiers qu'on voit arriver, c'est Gandalf. Avec Gandalf, c'est... Parce que tu sais exactement ce que tu as vu que tu la vois. Donc si t'es pas con, je peux imaginer des joueurs qui vont avoir le dessus de la carte, ça va être un allié qui va faire événement. Mayonnaise ou ketchup? Je n'ai rien dit, moi. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai rien dit, parce que déjà, j'aurais pris Brésil. Sauce Brésil, moi, déjà. Ta, 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 Brésil! Brésil! On les a niqués, les Brésiliens. On peut au moins nous laisser ça. On peut au moins nous laisser ça. On les a niqués, les Brésiliens. On a eu chaud, mais on les a niqués. Après, on s'est fait niquer. Mais bon, on a niqué. On a niqué le Brésil, on s'en fout! Bref, voilà, la sauce Brésil. Donc, si tu aimes la sauce Brésil, tu joues chasseur de trésors expert avec Gandalf. C'est QFD. Ça me paraît, on va rester là-dessus. Ça me paraît une tellement belle conclusion. Les scénarios, Shep, parce que je vois qu'il y a encore une carte. Ouais! Il y en a encore! T'es sûr que c'est les bonnes boîtes que t'as pris? En fait, on est en train de reviewer. On continue à faire toute la boîte jusqu'au Romagnon. Mais c'est de la faute de FFG, numéro de leur carte comme des cons. Je suis Roi sous la montagne. Roi sous la montagne. Ça, c'est une fameuse carte aussi, hein, parce que bon, elle va être géniale, cette vidéo. Roi sous la montagne. Ça coûte 2. On est en commande. Parce qu'il faut redevenir sérieux, tu vois. Faut redevenir professionnel un minimum. Roi sous la montagne. Ça coûte 2. Commandement. Alors, c'est un titre, un attachement. C'est unique. Attachez cette carte à un héros nain. Action, inclinez roi sous la montagne pour regarder les 2 premières cartes de votre deck, en ajouter une à votre main et défausser l'autre. Ah, la solution de pioche pour les nains. C'était, voilà, c'est le, je vais pas dire le tuteur, mais c'était la solution, c'était l'accélérateur de nains. Est-ce qu'on la voit encore beaucoup? Moi, je dirais que normalement, on la voit quand même toujours dans les decks nains. Ouais, mais même si tu ne joues qu'un seul nain. Puis tu défausses l'autre, donc, dans un deck nain meule, je pense que c'est toujours jouable, dans le sens où tu vas défausser une carte. Maintenant, elle n'est pas défaussée du dessus de ton deck, donc c'est différent. Je sais ah, pas si. Justement. Ouais. Ça marche avec cache secrète. T'es sûr? Oui, parce qu'il est bien écrit, tu les regardes pour regarder. Tu les pioches pas. Ce n'est pas comme Kirdan, où tu les pioches, puis tu dois en défausser une. Je n'ai rien dit. Tu regardes. Lire, c'est fort. Ouais. Et donc, ça veut donc dire que si dans les deux vous avez une cache secrète, ben vous gardez l'autre, vous défaussez la cache secrète, c'est comme si elle était défaussée depuis le sommet de votre deck. Vous gagnez les ressources. Donc oui, je pense que c'est toujours joué. Dans les decks nains. Ouais. Ben, même pas que dans les decks nains, tu joues un nain. Parfois, je joue encore un nain quand j'ai besoin de, par exemple, de bifure pour avoir une menace basse et bien ressources distribuer. Ben, roi sous la montagne, ça rentre. Le dessin est assez fluff, c'est sympa, voilà. C'est de la pioche, sélective. Ouais. Donc, tu vas meuler ton deck plus vite, voir plus vite ce que tu veux. Donc non, ça reste, en tout cas, c'était énormément joué dans les decks nains à l'époque. Oui, c'était auto-inclus dans les decks. dans le gros deck nain, voire le deck nain de base, je vais dire. J'ai même envie de dire, dès qu'il y avait un nain et la sphère commandement dans un deck, c'était auto-inclus. Ouais. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais aujourd'hui, à une époque, ça l'était. Hein. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de solutions de pioche. C'est de la pioche. Est-ce que c'est fini? Oui, cette fois-ci, c'est fini. Les scénarios. Oui, je suis sûr. Les scénarios de cette boîte, ben c'est les scénarios 4, 5, 6 de la saga du Hobbit. Où on va rencontrer des araignées dans le premier scénario, dans la forêt noire. Ensuite, il se passe quoi? Je ne sais même plus ce qui se passe dans le deuxième scénario de cette boîte. Je n'ai plus souvenir non plus. C'est vous dire à quel point je l'ai joué. Je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Oui, non, ça c'est c'est la montagne solitaire où on va chercher Smaug. Avec le mont solitaire, ouais. Avec le mont solitaire, on va aller titiller du dragon. Et enfin, on termine en beauté avec la bataille des 5 armées qui reste... oui, ça c'était... Celui-là, il fait toujours pleurer. Hein. Un des scénarios les plus mythiques du jeu, j'ai envie de dire, un des plus célèbres, des plus populaires. Je pense que la première rencontre que j'ai faite à Bruxelles, une rencontre belge, donc la première rencontre, je pense qu'on avait joué ce scénario. C'était fait, mais laminé. Je pense qu'on jouait les scénarios de cette boîte-là. Je pense que c'était cette boîte-là qu'on avait joué. Et c'est du lourd. On a eu Mouche et Araignée, puis on a eu la bataille des 5 armées à la fin, et on s'était fait, mais machiné. Autant vous dire que c'est du lourd, hein, cette boîte. Mouche et Araignée est encore faisable, mais le mont solitaire, ça peut être une boucherie. Parce que Smaug peut entrer en mode mitraillette et te nettoyer la table à une vitesse folle, plus rapidement qu'il ne faut de temps à Maïté pour couper un homard en deux dans le sens de la longueur, s'il vous plaît. Et encore vivant, le homard.
Et il y a des cartes qui piquent, quoi. Et alors la bataille des 5 armées, alors là, une armée. C'est le compresseur, ouais, c'est ça quoi. C'est la Panzer Division. Mais c'est sympa. Ça reste à la sympa, limite, ouais. La bataille des 5 armées est plus jouable que le Mont Solitaire, parce que le Mont Solitaire, t'es tributaire de ce hasard sur Smoug. Ah, sur Smoug qui va te fist ou qui va pas te fist. Ouais, c'est ça. Il va Sur la attaquer une bataille fois, des deux 5 fois ou 10 armées, fois, quoi. si le premier tour ne décide pas de ton sort, ouais. de ton sort, parce que parfois le jeu il a pas envie de jouer avec toi. Et il te le fait bien comprendre. Donc dans la bataille des 5 armées, si le jeu il a pas envie de jouer avec toi, il est là, mais j'étais bien moi dans mon armoire, arrête de me faire chier à m'étaler sur ton tapis. Je veux pas jouer avec toi. Tiens, voilà. Prends ça, bla 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 bla. Ah, ça c'est Smoug. Ça c'était fini. Smoug lui, il est insidieux. Smoug, il te dit, viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. Et puis t'arrives à l'étape, je crois que c'est à l'étape 3. Et bon, Jouer. Au moins, la bataille des 5 armées, il est honnête avec toi. Il te dit, je veux pas jouer avec toi. Donc, boum, range-moi. Hein, voilà. T'as joué 30 secondes, range-moi, sinon je te ressors la même. Mais une fois que tu survis au quand premier même, tour... ouais, je regardais, c'est quand même des étapes assez longues, hein. C'est 4-5 étapes à chaque fois, hein. Ouais, c'est quand même des scénarios assez longs, hein. C'est long, mais vraiment, bataille des 5 armées, il est très dur, mais il est très gai. Hein, c'est vraiment un scénario que j'aime beaucoup, en multi en particulier. Contrairement à Mont Solitaire que je trouve beaucoup plus frustrant parce que beaucoup moins contrôlable. Alors bien sûr, si il y a des solutions pour contrôler Smoug, hein. Il y a 2-3 solutions qui permettent de contrôler Smoug, mais voilà, t'es obligé de les mettre dans ton deck. Enfin, c'est un peu triste quoi, parce que sinon t'es trop frustré. Smoug le doré, c'est quand même 6 d'attaque, 9 de défense et 20 points de vie. Oui, et... C'est pas tous les jours qu'on a des ennemis à 9 de défense, même les Mumak. Après, c'est un écailles de dragon, hein, donc c'est chaud. Ouais, mais il y a Smoug le magnifique après derrière. Ah oui, c'est 8 d'attaque. Que Smoug le doré, ça va encore, il dort. Mais... Smoug le magnifique, 6, 8, 8, 20. Oui. 6, 8, 8, 20. Mais c'est même pas ça, il est indestructible. Donc, tu lui mets ses 20 dégâts, ça change que dalle, hein. Il est immunisé aux effets de carte. Donc, tu oublies de le feinter, tu le feintes pas, etc. C'était du costaud, quoi. Et alors, si une carte ombre ayant un effet de cambriolage est attribuée à Smoug le magnifique, il effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Il est inutile que je vous dise qu'il y a des tas d'effets d'ombre cambriolage dans ce scénario. Ah oui, tu tentais de lui voler son trésor. Alors lui, forcément, jouer. Voilà, sur ça, je pense une vidéo qui va entrer dans l'histoire. Je pense que celle-là, elle est pas mal. Je pense qu'elle est pas mal. Allez, salut. Prenez soin de vous, ciao.